Bonjour. En aïnothérapie, nous partons de l'idée que tout est relié, même si nous ne savons pas comment cela se fait, comment cela s'opère. Tout est en relation d'une façon ou d'une autre. Cet abord des choses est ce que l'on nomme une vision holistique. Nous avons une vision holistique de l'être humain. Bon, par souci pédagogique, pour que les choses soient compréhensibles, soient transmissibles intellectuellement, nous présentons les éléments comme s'ils étaient séparés et autonomes, mais c'est pas vrai, il n'en est rien. C'est juste une question d'échelle de vision. Jusqu'à quel point sommes-nous reliés à notre environnement, c'est-à-dire au réel dans lequel nous baignons? Nous reviendrons sur cette notion par rapport à l'adaptation, par rapport au fait de se laisser faire. Mais pour l'instant, nous prenons les choses à la base, c'est-à-dire jusqu'à quel point sommes-nous reliés à notre environnement, au réel dans lequel nous baignons? Sûrement, énormément, considérablement, bah, nous n'existons pas sans environnement. Nous sommes donc en dépendance totale de l'environnement. Sans environnement, un être humain, ça disparaît. Par contre, sans humain, l'environnement, il continue son chemin. Mais notre pensée nous en éloigne, nous fait croire que nous sommes indépendants de notre environnement. Encore une fois, je ne suis pas en train de dire du mal de la pensée, je suis en train de remettre la pensée à sa juste place. Heureusement que nous pensons, sinon je ne serais pas en train de vous parler. Se polariser sur les sensations permet, en passant par notre corps, de se rapprocher de notre environnement, de se rapprocher du réel, de se rapprocher, pas d'y être complètement, pas d'y accéder complètement. Plus nous sommes présents à ce que nous ressentons dans notre corps, plus nous accédons à ce qui nous entoure. Ah, il y a des gens qui vont dire, mais non, si on est centré sur ce qu'on ressent dans notre corps, on n'a plus accès aux informations qui arrivent de l'extérieur. Quand on regarde quelque chose, l'image, elle ne se fabrique pas à l'extérieur, elle se fabrique à l'intérieur du corps. Donc, plus on est présent à ce qu'on ressent, plus on accède au monde. La, la, la fameuse pleine conscience, c'est une très très bonne chose, c'est une très très bonne pratique. C'est une idée très simple qui est que plus on est conscient de tout ce qu'on est en train de ressentir dans notre corps pendant qu'on fait quelque chose, plus on est présent au monde. C'est-à-dire que cette notion-là que nous défendons en Aino, elle rejoint d'autres pratiques, elle rejoint d'autres points de vue, comme par exemple le zen, mais pas que celui-là. C'est-à-dire que il y a beaucoup d'abords du monde qui expliquent qu'à un moment, à force de se rapprocher du réel, quelque chose de profond se transforme en nous. Alors, nous, c'est pas notre objectif. Nous ne sommes pas, voilà, on n'est pas en train d'enseigner Zazen, pas du tout. Nous, notre objectif, c'est le bien-être. Sortir du mal-être pour être dans du bien-être. Bon, c'est déjà pas mal. Nous constatons que plus nous sommes présents à ce que nous ressentons dans notre corps, plus nous ressentons les tensions qui y sont présentes. Tensions qui font que nous ne sommes pas nous-mêmes. Je parlais de bouddhisme là. Alors, nous nous séparons du bouddhisme, par exemple, pas que par ça, mais par la croyance que nous sommes des personnes, qu'il y a quelque chose. Je dirais c'est notre héritage chrétien. Mais en même temps, la personne est en transformation permanente, jamais figée, donc insaisissable. La personne, en gros, on va dire que c'est un dynamisme qui anime la matière du corps. Ne pas confondre le cadavre et le corps vivant. Mais
Dès tout petit, les tensions bloquent, pas figent, entravent la personne et donnent consistance à ce qu'on appelle le personnage. Il est le résultat des tensions de notre histoire. Le personnage, lui, est figé. Nous croyons nous connaître, je suis comme ci, je suis comme ça, alors qu'en général, c'est notre personne que nous connaissons. Les tensions constituant le personnage apparaissent très tôt et s'accumulent, nous éloignant de qui nous sommes vraiment. Enlever les tensions, c'est donc peu à peu réduire le personnage pour devenir qui nous sommes de plus en plus. L'hypnothérapie est une réponse à la souffrance en permettant de réduire le plus possible le personnage. Ainsi, la personne reprend de plus en plus sa place. Alors, certaines croyances nous empêchent de saisir comment se construit le personnage. J'ai été frappé par ça dès le début. Par exemple, et c'est pas une petite croyance, la croyance que nous agissons pour être aimés, que nous avons besoin de reconnaissance, etc. Quand on examine les choses en sortant de ce postulat, on s'aperçoit que initialement nous agissons parce que nous aimons, nous donnons. On ne fait pas les choses parce qu'on est intéressé, on fait les choses parce qu'on aime, à la base. Après, parce qu'on va pas bien, on peut se mettre à faire des choses parce qu'on est intéressé, mais c'est parce qu'on va pas bien, c'est du personnage. Or, la non-réception de notre façon spontanée de donner joue un grand rôle dans la construction du personnage. Le gamin, il donne spontanément, et puis, voilà, ça n'existe pas des parents qui seraient disponibles en permanence. Du coup, des fois, ils ne reçoivent pas. Et du coup, le gamin, il y a un malentendu. Il croit que c'est sa façon de donner qui est mauvaise. Il croit qu'il est mauvais s'il est spontané. Et du coup, il va perdre sa spontanéité. Ne pas confondre la spontanéité avec le laisser-aller. En hypnothérapie, en hypno, on essaye de... Non, c'est pas on essaye. On crée des conditions qui permettent, voilà, à la spontanéité, la vraie, de revenir, plus ou moins, parfois pas mal. Alors le personnage est le résultat d'une perte de liberté et le personnage repose sur des peurs et des culpabilités. Nous croyons tous plus ou moins être monstrueux, être mauvais, etc. Nous faisons vivre le personnage au lieu de vivre notre vie. Ce personnage, avec ce décalage qui s'installe puisqu'il est figé, nous éloigne du réel. C'est un cercle vicieux. J'ai été frappé lorsque je travaillais avec des personnes qui souffraient de la maladie d'Alzheimer par le constat que ces personnes faisaient de n'avoir pas vécu leur vie, mais une vie. Alors ne ratons pas notre vie, ne passons pas à côté, comme disait un maître bouddhiste, maître Wangen, ne soyons pas négligents. Personne, alors peut-être les illuminés, mais les éveillés, etc., mais je ne connais pas. Personne n'accède complètement au réel. En ce sens, nous sommes en permanence en transe, puisque la définition de la transe, c'est que c'est une déformation du réel. On est tout le temps en déformation du réel. Cette transe, cet état de transe, si vous voulez, c'est pareil, change au cours de la journée. Tout le monde peut le vérifier. C'est-à-dire que la transe, c'est quelque chose d'instable. Ce qui est nommé hypnose, c'est une utilisation d'états de transe, dans un but de transformation. J'ai en tête la réaction de François Roustan par rapport à la notion d'état de modifié de conscience. Il disait, mais le état, c'est le résultat d'une modification. Donc, état modifié, c'est idiot.
Et c'est vraiment pas une question de conscience dont il est question. Donc l'état modifié de conscience, pour lui, on mettait à la poubelle. J'aurais tendance à être très d'accord avec lui. Habituellement, ce qu'on appelle l'hypnose, hein, habituellement, la transe est renforcée par le mental afin d'agir sur les processus qui sont dans le cerveau, pas dans le corps, dans le cerveau. Ça, c'est ce qu'on appelle l'hypnose ericksonienne. Elle repose sur l'idée de renforcer l'imaginaire, de passer par le mental, de renforcer le mental, les représentations du monde, donc d'éloigner encore plus la personne du réel et de créer des nouveaux circuits dans le cerveau afin de gérer les choses. C'est comme ça que ça fonctionne. Pourquoi pas? À l'inverse, en Aino, une séance d'hypnose, c'est un centrage qui est fait sur les sensations, un centrage sur le corps. Et l'Aino praticien, le praticien, il s'adresse au corps du patient, il ne s'adresse pas au patient pendant la séance, et encore moins à son imaginaire. Alors là, bon. C'est-à-dire que le centrage est fait sur le corps, sur les sensations, si on prend les choses sur le cerveau reptilien, sur vraiment la base du cerveau. L'objectif du coup est de diminuer, d'affiner l'état de transe pour s'approcher du réel. C'est donc une hypnose complètement différente que celle auxquelles les gens ont l'habitude. Le corps du patient se sert de cet état afin d'effacer les traces qui perturbent la conduction de l'information vers le cerveau. Dans les podcasts suivants, dans les épisodes suivants, nous allons développer toute façon de faire, etc., et où c'est, et comment ça fonctionne, etc. Mais le but du jeu, c'est ça, c'est d'effacer les traces. Il y a des traces qui perturbent, ces traces viennent du corps, ça agit sur le cerveau, puisque le cerveau est un récepteur. Et donc, quand on demande, quand on crée les conditions, ça c'est le travail de l'agneau, quand on crée les conditions, les bonnes conditions, le corps est ravi de pouvoir effacer ces traces qui empêchent les choses de se rapprocher du réel, tout simplement. Ça permet à la personne de prendre de plus en plus de place et au personnage d'en prendre de moins en moins. Avant de s'appeler Vaincre peur et culpabilité, ça c'était le choix de l'éditeur, j'avais intitulé mon premier livre Enlever jusqu'à soi. Bon, et puis mon éditeur m'a dit, mais un titre comme ça passera pas. Mais c'est pas pour rien que je l'avais appelé Enlever jusqu'à soi. Et quand j'avais envoyé le manuscrit à François Roustan, c'était sous le nom Enlever jusqu'à soi, ce qui lui avait bien plu. C'est pas pour rien, parce qu'il y a lieu d'enlever, d'épurer, d'installer du vide, du silence, d'installer des espaces où il n'y a rien, du coup les choses peuvent bouger. Enlever. L'aïno, c'est ça, c'est une pratique qui vise à enlever ce qui empêche la personne d'être elle-même. À bientôt.